Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un invité, Printa, qui malheureusement n'a pas encore de webcam, donc il sera remplacé par une photo de Timo à l'image sur YouTube. Mais c'est bien lui, ne vous inquiétez pas. Deuxième chose qui fait que cet épisode est un peu spécial, c'est qu'on ne va pas parler de Flesh and Blood aujourd'hui, puisque à la place, on va vous parler de Rebound. Et du coup, Rebound, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Avec Printa, du coup, qu'on invite sur la chaîne pour ça, parce qu'il suit le jeu depuis le départ, et du coup, il a pas mal d'inside, et il est surtout plus au courant que nous de tout ce qui est date spécifique de sortie, etc. Enfin, il y a pas mal de choses assez, comment dire, qui sont pas forcément dans une communication encore très officielle, regroupée à un endroit sur un site internet du jeu, mais qui sont plus des discussions avec les développeurs du jeu sur les Discord du jeu, etc. Et ça, c'est des trucs que moi, j'ai pas trop suivi et que lui a beaucoup suivi. Donc, il y aura pas mal de petits insights et de petits trucs comme ça qui sont pas forcément des infos super évidentes à trouver sur le net qu'on va avoir dans cette vidéo juste pour vous. Du coup, tout d'abord, merci Printa de te joindre à nous. Ça fait plaisir. Et puis, est-ce que tu veux te présenter un tout petit peu, quand même, futur champion du monde de Rebound, du coup? Bah, bien sûr, enfin voilà, non, mais moi c'est Printa, donc je suis, joueur de Flesh and Blood depuis, 3 ans environ. C'est là que j'ai rencontré, fabuleuse équipe qui est Tour Zéro et comme Croissant le dit, je suis pas mal renseigné sur les ventes, puisque les infos sont effectivement pas très bien coordonnées encore, mais on peut quand même avoir beaucoup d'infos, sur tout ça et sur le jeu de manière générale. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. C'est l'impression que ça donnait, c'est qu'il y a à la fois beaucoup d'infos de disponibles, et à la fois elles sont genre sur 15 Discord différents, 3 sites internet, 2 pages Twitter, un Ouais et puis mec dans c'est tes DM qui a répondu à une question, genre non, mais vraiment, c'est tu vois, ça. les trucs où t'es en mode bon. Non, c'est ça, c'est il faut, en fait, il faut avoir pas mal de temps pour suivre, parce que les développeurs de jeux, donc c'est, on va en parler de l'entreprise et cetera, mais il y a quand même une équipe de développeurs et ils sont très ouverts aux questions et à répondre à ces questions, mais du coup, faut voir les réponses, faut avoir le temps de les voir, un peu condenser le tout, parce que tout n'est pas intéressant, ou important. Et donc ça fait quand même, beaucoup d'informations qui sont pas par des canaux officiels et où, bah, si on n'y prête pas attention, c'est normal, on peut manquer pas mal de choses. Évidemment, complètement logique. Mais du coup, donc Rebound, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau trading card game qui va sortir du coup cet été, le 1er août, en Chine, avec une sortie mondiale traduit en anglais le autour de fin octobre. C'est ça, Printemps, on n'a pas Ouais, encore une date non, arrêtée, il y a pas il me semble. non, pas de date précise, c'est fin octobre pour l'instant, Ok. Mais du coup, donc voilà, en gros, ce sera 2 mois après, pardon, 3 mois après, 2 mois et demi, 3 mois après la sortie en Chine, euh, que du coup les cartes seront disponibles en anglais. Il y aura une localisation qui est prévue, on en reparlera plus tard parce que ça, pareil, les dates sont encore un petit peu floues, mais ça devrait arriver relativement vite, avec un petit peu de ouais, guillemets. mmh, c'est bah, c Et ouais. ouais, vas-y. Non, mais ça devrait arriver, au plus tard dans 1 an, normalement. Ouais, c'est ça. Donc après, On n'a c'est pas encore un un petit peu peu flou si c'est un an après la sortie chinoise de départ du jeu ou un an après la sortie worldwide. Enfin, voilà, ouais, c'est ou pour ça que je disais que moins, c'est encore un mais petit peu flou. oui, oui, non, c'est pas très clair. Le plan Voilà, est pas les infos encore sont tout pas à fait, encore. C'est ça. arrêté. Autant le fin octobre et le 1er août, c'est relativement arrêté. Autant Ouais. c'est un peu plus flou et lointain pour la localisation, mais on sait que ça arrivera et c'est une information quand même assez importante quand on voit sur d'autres jeux comme Flesh and Blood le boost qu'a pu être le français, par exemple, Mmh. pour la communauté et pour le regain de joueurs sur le jeu. On sait que c'est un élément qui peut faire beaucoup de bien à un jeu de cartes, notamment nous en France où il y a beaucoup de gens qui refusent l'anglais pour
plein de raisons différentes et qui, du coup, quand le jeu est accessible en français, vont y jouer alors qu'ils n'y joueraient pas en anglais. Mais voilà. Après, donc l'éditeur Riot Games, bien connu parce que créateur de League of Legends et de tout un tas d'autres jeux qui est plus ou moins dans l'univers de League of Legends, avec à chaque fois les mêmes champions qu'on retrouve, le même lore, etc. Là, on va pas trop rentrer dans ce détail-là parce que ça pourrait être des choses très intéressantes pour d'autres vidéos, mais globalement, si vous connaissez déjà League of Legends, Riot Games et tout, vous voyez que c'est une grosse entreprise qui a sorti déjà plein de différents projets qui ont globalement tous plus ou moins bien marché, dont certains marchent très bien. Pour ceux qui ne savent pas, ce que ça implique pour moi, et tu me diras, Printa, si tu es d'accord, c'est que Riot Games, le fait que ce soit l'éditeur derrière Rebound, pour moi, ça assure quand même une volonté et une capacité à organiser un circuit compétitif majeur et avec du cash prize, avec des lots sympas, avec un truc qui va avoir un circuit avec des compétitions qualificatives, des Worlds, etc. C'est un truc qu'ils ont déjà fait sur leurs autres projets et qu'ils montrent à plusieurs reprises que c'est ce qu'ils veulent faire pour leur projet et qui sont capables de le faire. Donc ça, pour moi, c'est quand même un indicateur fort pour le jeu dans son existence. Ouais, ouais, en fait, Riot Games, ça a toujours été leur identité de faire du compétitif, sur tous leurs jeux. Alors là, c'est la première fois qu'ils font un jeu physique. Ouais. Enfin, ils avaient fait quelques expériences, mais là, je veux dire à grande échelle. Mm, C'est la première fois qu'ils font ça, donc on verra pour, voilà. Mais c'est pour ça qu'on en reparlera, mais ils sont associés à une, entreprise, d'édition mm. pour structurer le jeu, organiser et cetera. Je noterai quand même que Riot Games a déjà fait un jeu de cartes. Oui. Alors il existe encore, mais quand même le regretter, Legend of Runeterra, qui était un jeu de cartes, dans le même univers, Ouais. mais en numérique, et qui est extrêmement différent de ce TCG-là. Yes. Donc c'est vraiment faut pas confondre les 2. C'est vraiment pas du tout le même jeu, Mm. mais voilà, ils ont déjà sorti un jeu de cartes, Ouais. Bah, ils ont prouvé qu'ils avaient été capables de designer un jeu de cartes qui était fonctionnel, qui a très bien marché pendant longtemps. Et donc ça, c'est plutôt un point très positif pour la sortie de Rebound. Mais effectivement, comme tu dis, Rebound n'est pas une impression physique de Legends of Runeterra, loin de là, puisqu'on va voir que les mécaniques sont très différentes. Mais donc voilà, donc Rebound, TCG physique de Riot Games, et du coup, comme on le disait, le fait que ce soit Riot Games derrière, pour moi, c'est quand même déjà un indicateur fort, à la fois en termes de puissance de licence, puisque League of Legends et tout l'univers qui va avec, c'est quelque chose d'extrêmement connu et reconnu dans le milieu un peu niche des jeux vidéo et des jeux de cartes, qui sont des milieux qui s'entremêlent un petit peu. De la même manière que, par exemple, quand l'Orcana est arrivé sur le marché, il y a eu enfin, le jeu a été très connu et très coté tout de suite, notamment grâce à la force de la licence. Et là, je pense qu'on est dans un scénario un petit peu similaire, avec en plus ce circuit compétitif qui devrait très bien tenir la route derrière, puisque, bah, encore une fois, comme tu le disais, Riot Games a prouvé maintes et maintes fois que c'est ce qu'ils veulent faire avec leur projet et qu'ils ils en sont capables. Mais du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu du contexte, de d'où ça vient, qui est derrière, etc. Rebound, qu'est-ce que c'est? Est-ce que du coup, Printa, tu veux nous parler un petit peu dans les grandes lignes déjà, et puis on reviendra peut-être après point par point un peu plus en détail. Comment on joue tout simplement à Rebound? Comment tu vois, tu lances ta partie et comment elle se déroule? Comment tu gagnes? hem Ouais, alors en fait, Arriveband, alors tout d'abord, même juste avant de lancer la partie et rentrer dans les grandes lignes, vous allez jouer une légende qui est un Mmh. héros de l'univers, qui va vous définir, 2 couleurs, parmi les 6 disponibles qui ont tous un nom et Voilà. qu'on appelle dans le jeu domaine, et ça, Juste, ça va définir les je te coupe 2 secondes, excuse-moi, mais c'est parce que tu as moins l'habitude. Pour les gens qui sont sur YouTube, du coup, vous voyez à l'écran là, Jinx Loose Cannon, qui est l'image en haut à gauche, du coup, c'est
ce qu'on appelle une légende, qui du coup, on voit a ces 2 couleurs, rouge et violette, qui, comme tu étais en train de le dire, ont des noms, on reviendra dessus plus tard, mais voilà. Et donc ça va être comme ça que va être présentée une carte Legend. Elle a pas d'autres Mmh, statistiques, mais elle va avoir une capacité et ça va démarrer, avec vous. ouais et enfin, en parallèle, si vous jouez à Flesh and Blood, c'est votre héros et Ouais. ça définit entre guillemets «votre classe», sauf que là, cette fois-ci, c'est 2 couleurs parmi les 6. Mmh. Hem, donc une fois que vous avez ça, vous avez aussi un deck de 39 cartes. 39 cartes plus une, mais on j'y reviendrai après, qui sont en fait des cartes, bah, qui sont d'une des 2. Chaque carte est d'une des 2 couleurs ou des 2. Mmh. Donc ici pour Jinx, ce serait, Fury qui est rouge et Chaos qui est violet. Vous Mmh. avez Ce qui aussi, correspond très bien au personnage, hein. oui, ce Très qui bien effectivement, trouvé. ils C'est vraiment ont genre, pour les ils premières légendes, ils ont essayé de rester dans le thème si on connaît les ouais. héros, voilà, bon si on les connaît Je pas, trouve que c'est mais bien là réussi effectivement d'ailleurs, hein. ouais, c'est franchement c'est bien réussi sur les choix qu'ils ont fait, bah, là on bon Jinx si vous connaissez Arcane, voilà. Vous avez aussi un deck de alors c'est pas vraiment un deck, mais vous arrivez avec 3 Battlefield. Je pense que le encore une fois, si on reste dans Flesh and Blood, l'équivalent c'est les équipements, mais c'est un peu différent. En gros, les Battlefield, on y reviendra, mais c'est ce sur quoi vous allez vous battre et ça impacte les 2 joueurs en même temps et vous en avez 3 parce qu'à chaque partie, vous allez en choisir un et que, une vraie partie entre 2 adversaires, ça implique de faire plusieurs parties, donc un BO3. Mmh. Généralement et donc en fait, d'utiliser à chaque partie un battlefield différent et votre adversaire Yes. fera de même, ce qui fait que sur la table, vous aurez 2 battlefields qui impacteront de la même manière les 2 personnes, mais si vous les choisissez bien, ça vous impactera, plutôt positivement et votre adversaire négativement. Voilà. C'est ça, donc Et mmh, juste pour repréciser un tout petit peu, puisque c'est quand même une notion, je crois, qui a été rarement vue dans des TCG, cette notion-là. Mais on va revenir sur comment ça se passe de se battre pour les Battlefields, mais c'est ça qui va vous générer des points, effectivement, comme l'a dit Printa. Et donc, c'est des objets qui vont démarrer en jeu et qui ont tous des effets différents. Euh, et comme tu disais très bien, il y en a qui vont être plus ou moins impactants et en général, on va prendre des battlefields qui vont aller avec le deck qu'on a construit et la légende qu'on a. Mais voilà, c'est important de bien comprendre que c'est un élément de jeu qui va démarrer sur la table, mais qui va être un élément de jeu qui n'appartient pas à l'un ou l'autre des deux joueurs ou joueuses autour de la table, mais qui est plutôt quelque chose qui va changer de contrôle pendant la partie et qui va venir euh, rythmer la partie et vous faire accéder à vos conditions de victoire. tout à fait et ils ont des effets très différents, des effets qui s'intègrent plus au jeu, mais aussi des effets, juste, de début de partie ou de conditions de fin de partie. Enfin, il y en a tout un tas, il y en a, environ une trentaine dans le set de départ et donc Mhm. ça fait assez d'options. Yes. Hem, Ensuite, vous avez votre deck de, comme je disais, 39 cartes plus 1, donc au total 40. C'est 3 copies de chaque carte au maximum et alors pourquoi je dis plus 1? Parce qu'en fait, quand vous jouez une légende, elle a un nom et un titre. Donc là, par exemple, ici, présenté, c'est Jinx Luscana. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez, prendre un champion Mhm. qui est ici, qui sera votre partenaire en fait, qui a le même nom que, votre légende. Donc ici, c'est Jinx. Alors dans le set de départ, chaque, légende a 2 champions qui partagent le même nom, un pour chacune de ses couleurs. Donc ici, on voit Mhm. Jinx, violette et qu'est-ce que ça fait en fait? En début de partie, vous allez devoir choisir parmi toutes vos cartes, un champion qui est un titre dans le jeu, voilà, pour certaines cartes. Qui a le même nom que votre légende, donc ici ce sera Jinx Rebelle, qui est violette et vous allez devoir la mettre dans votre zone de partenaire, donc si tu remontes, non, c'est pas dessus, c'est pas grave. Mais en fait, c'est voilà, C'est juste là, ouais. c'est exactement, c'est juste à côté de votre légende, en fait. Vous allez le poser et ça agira comme une carte de votre main, mais elle sera là dès le début de la partie. Vous pourrez la jouer, comme une carte de votre main. Votre adversaire la verra et elle sera toujours là, voilà. Voilà.
C'est une Pour, petite particularité du jeu, pour les personnes qui ont joué en commandeur, c'est exactement l'équivalent de votre commandeur, sauf que si vous jouez votre champion et que votre champion meurt, parce que il est battu lors d'un combat, parce qu'il est géré par un spell, il ne retourne pas dans votre zone de champion, il est mis en défausse directement, et du coup, vous avez une utilisation assurée, en fait, et ça risque de changer pas mal de choses. Enfin, de changer. Non, parce que c'est pas un changement dans les règles du jeu, c'est ça depuis le début, mais c'est quelque chose qui, par rapport à d'autres TCG, ajoute une consistance très forte, puisque vous êtes sûr, dans une partie donnée, de voir le champion que vous avez choisi. Dans le sens où vous n'êtes pas dépendant de le piocher au cours de la partie pour pouvoir le jouer et pour qu'il puisse impacter vous êtes en train de faire, vous êtes assuré d'y avoir accès quand vous en avez besoin. Et donc, ça va permettre de faire des stratégies autour de ce champion qui ne seraient pas forcément possibles dans les TCG où on n'a pas toujours accès à X ou Y cartes. tout à fait et vu qu'au moins dans le premier set, vous avez, 2 champions différents par légende, au cours de la enfin, avant votre partie, sachant ce que vous allez affronter, vous pouvez choisir entre les 2 si elles sont dans votre liste et ça Ouais, vous fait, plus d'options possibles. Ça fait aussi que chaque légende alors chaque légende a des couleurs différentes et un effet différent, et en plus de ça, vous avez votre champion que vous allez pouvoir mettre qui va vous différencier et une dernière chose dont on n'a pas parlé, mais il y a des cartes signatures qui ne sont jouables que par, certaines, légendes. Donc ici Jinx a une carte signature qu'elle seule peut jouer, mais tout le monde peut enfin tout le monde qui a la couleur violette peut jouer, Jinx, rebelle dans son deck. ouais. C'est juste qu'on ne pourra pas la mettre dans la zone de partenaire, à moins d'être Jinx. D'ailleurs, j'en profite pour te demander, parce que ça, je ne sais honnêtement pas. Est-ce que, alors, pour expliquer un tout petit peu plus, ce qu'on appelle les spells signatures, c'est des cartes de sorts. Pour l'instant, je crois pas qu'il y ait de créatures, je crois que c'est que des sorts. Si, mais il y a une Euh, créature. Il y a une Il y a une créature, créature en signature. ouais, il y a une créature en signature. Ok, donc ce sera pas forcément que des sorts, ça peut être tout type de cartes, mais c'est des cartes qui ont les deux couleurs de la légende correspondante pour le premier set en tout cas. Donc pour la légende violet rouge, c'est Jinx, et son spell signature, c'est la Megadeth Rocket. Pareil pour ceux qui jouent à League of Legends, c'est son outil, vous connaissez, c'est une association très 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 connue. Est-ce que dans les règles, c'est parce que la Megadeth Rocket a marqué Jinx dessus ou quelque chose comme ça, j'ai plus la carte en tête, ou est-ce que c'est juste de par l'association de couleurs, s'il n'y a aucune autre légende qui est violette et rouge, bah il n'y a aucune autre légende qui peut jouer une carte violette-rouge, ou est-ce que c'est parce que la Megadeth Rocket spécifiquement, c'est une carte de Jinx? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, non, tu peux la jouer dans Jinx parce que, c'est vraiment marqué signature, Jinx. Je me Ok, souviens plus des d'accord. termes exacts, mais c'est marqué sur la carte que c'est que Jinx qui l'a joué et Ok, d'ailleurs, il y a une autre légende qui partage les ouais. mêmes couleurs que Jinx, mais qui peut pas du coup jouer cette Et du coup, carte, qui pourra pas jouer ça. Ça marche, d'accord. non, Donc qui c'est pourra pas jouer vraiment ça. quelque chose qui est uniquement pour la légende correspondante. Par contre, effectivement, les Et champions sont jouables par tout le monde, juste ne peuvent pas start en partner zone au début de la game. exactement. Mais comme tu l'as dit, les alors il y a des cartes bicolores dans le set, donc il y en a quelques-unes. En fait, il y en a une par légende puisque les seules cartes bicolores qu'on a pour l'instant, c'est des cartes, signatures qui rentrent directement dans la légende, Ok, heu, mais voilà. ok, ok. Donc c'est pas impossible dans le design que plus tard ils sortent des cartes double couleur qui du coup seront lock aux légendes de ces deux couleurs, mais à n'importe quelle légende de ces deux couleurs. Mais les spells signatures seront toujours lock à une légende avec le même nom. Par contre, du coup, ça Oui, veut aussi dire que comme le spell signature a quand même l'assemblage des deux couleurs, s'ils sortent plus tard une Jinx violette et quelque chose, par exemple, elle ne pourra pas jouer la Megadeth Rocket puisqu'elle est violette et rouge. On est d'accord. oui. Sauf Pour changement de l'instant, à règle l'heure actuelle, future, ouais, sauf changement de règle future, ce effectivement, qui oui. est pas impossible. En tout cas, pour le moment, ok. Donc c'est une carte vraiment pour une légende et rien d'autre. Ça marche. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a choisi nos battlefields, on va revenir plus en détail sur pourquoi c'est important les battlefields et comment ils vont interagir dans la partie. On a choisi, enfin on a notre légende qui elle est de toute façon
fixe au début de la game. Ça changera jamais une fois que vous avez choisi votre deck. On a choisi notre champion avec lequel on démarre la partie, qui lui, comme tu disais, effectivement, si on a dans notre deck de Jinx la Jinx violette et la Jinx rouge, on peut décider au début de la partie de mettre la rouge ou la violette en zone de champion. C'est quelque chose qui n'est pas fixé, qui n'est pas annoncé. Par exemple, si vous faites un tournoi, ce ne sera pas annoncé dans votre decklist. Vous annoncerez votre légende, mais c'est tout. Enfin, vous ne devez pas annoncer avec quel champion vous allez start à chaque fois. Et les Battlefield, pareil, tu disais, on en a 3 différents qu'on choisit avec notre légende, avec notre liste, et on en met un aléatoirement, notre adversaire fait pareil, et on en a 2. Alors c'est pas aléatoire. Ah, c'est toi qui le choisis à chaque truc, Ouais, c'est en pas fait tu mélanges parmi non, les 3. Ok, non, c'est non, encore mieux non. du coup, Ah, ça ouais, marche. oui, bien sûr. En fait, c'est un les parties compétitives, se joueront en BO3 et donc Ouais, au début, vous allez chacun choisir, face cachée un battlefield, vous les révélez au début de la partie et ensuite lors de la 2e manche, vous en choisissez un autre et 3e manche, vous choisissez le dernier. ok, ok, Donc ok. il faut aussi gérer cet aspect-là. Ok, Alors, intéressant, ça fait il beaucoup y de a petits trucs avant le oui, il y démarrage de a la il partie qui sont il y a assez beaucoup cool. de Ok, il y a ok. aussi un dernier truc, c'est qu'en fait, vous avez dans ce jeu, vous avez 2 decks différents. Vous avez votre deck de cartes normales et vous avez aussi votre deck de mana, votre deck de runes, qui est ici, voilà, en blanc, qui aura des couleurs différentes pour pas les mélanger, ça se mélange pas et votre mana, c'est, en gros vos landes à Magic ou, à l'Arcana, ils le font différemment puisque vous en créez juste vos cartes et donc là, c'est séparé et dedans, en fait, vous allez avoir des runes d'une de vos 2 couleurs. Enfin, vous allez les mélanger, vous en mettez autant de chaque couleur que vous voulez. Donc, avec Jinx, par exemple, vous pouvez mettre, 8 rouges et 4 violettes, sachant que ce deck-là, c'est 12 cartes et ça aura des implications plus tard, dans la partie, la couleur de la rune, et on y reviendra. Ok. Ouais, donc s'il y a des gens qui ont joué à One Piece par exemple, c'est un peu le même système que le deck de Dawn, dans le sens où, comme tu disais, Printas, c'est un deck qui va être séparé et du coup, vous aurez jamais ce problème de ne pas piocher vos ressources. Et au début du tour, on va mettre 2 runes, je crois, c'est ça, du Ouais, dessus c'est de les notre deck. 2 exactement. On va les mettre face visible dans notre zone de runes qui vont pouvoir nous servir à payer pour nos cartes, puisque c'est le système de ressources du jeu. Et on reviendra quand on verra une carte tout à l'heure, on reviendra exactement sur comment on paye et pourquoi il y a différentes couleurs de runes, évidemment, Mmh. parce qu'il va y avoir, enfin, ça va impacter des choses au niveau des coûts des cartes. Euh, le point important, c'est que donc tu mets ces 2 runes au début du tour, ce qui veut dire que vous allez être un peu comme dans enfin, contrairement à l'Orcana ou Magic, par exemple, vous allez aller beaucoup plus vite en ressources, de la même manière qu'à One Piece, par exemple, où c'est 2 aussi. Et du coup, c'est un truc important. Moi, tu vois, au début, quand je regardais des cartes, alors là, dans cette vidéo, on va pas du tout parler en détail des spoilers des cartes et tout, mais tu vois, il y a des cartes que je regardais où j'étais en mode, waouh, 8 mana, c'est beaucoup, parce que j'avais en tête un peu Magic. En fait, 8 mana, c'est 4 entre guillemets. Alors Tu vois. Enfin, je sais alors qu'il y a une petite oui, oui, spécificité. il y Je a sais voilà, qu'il y a une des petite petites spécificité. Je sais, on va mais revenir dessus juste après, parce que c'est la prochaine étape avant de lancer une partie. Mais tu vois, c'est dans le sens où c'est un truc important quand vous allez commencer à vous intéresser au jeu et regarder un petit peu les différents spoilers, les cartes, etc. C'est de se rappeler que, en fait, le système de ressources va 2 par 2 et que du coup, on arrive beaucoup plus vite sur ce qu'on a l'impression d'être des gros coups si on a un référentiel Magic, par exemple, parce qu'à Magic, une carte qui coûte 8 mana à jouer, c'est très cher. Là, pour le coup, 8 mana à jouer, c'est. Alors, ça utilise beaucoup de ressources, hein, toujours, mais vous allez y arriver beaucoup plus vite, donc ce sera beaucoup plus tôt dans la partie, en termes de déroulement de jeu. oui, oui, Mais oui. du coup, à raison, Printa, tu allais m'interrompre, puisque c'est effectivement pas toujours au 4e tour, puisque lorsqu'on lance la partie, donc a priori, là, on a tout vu. On a notre deck de runes. Voilà, je suis débutant, je connais pas Rebound. Tu veux me faire une initiation? Ok, on est bon. J'ai ma légende, j'ai choisi mon champion, je l'ai mis à côté, donc ça, on est bon. On a choisi tous les deux notre battlefield, on l'a Ouais. mis au milieu. Il y a les 2 battlefields qui sont sur la table. Parfait. J'ai posé mon deck de runes que j'ai mélangé.
j'ai posé mon deck de 39 cartes restantes puisque j'ai enlevé la 40e qui est mon champion. Je l'ai mélangé, ils sont là, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, faut choisir un premier et un second, comme, Ouais. Alors, dans bon, ça, j'aurais pu globalement le voir n'importe quel jeu venir. de cartes. Ouais, c'est Ça, j'aurais. My bad, ok. Une fois qu'on a choisi qui commence et qui est. Ah non, par contre, en vrai, attends. Particularité importante, parce que je sais que à Altered, par exemple, si je dis pas de bêtises, oui, les tu ne mulligans. choisis. Enfin, en fait, c'est. Non, c'est même pas par rapport au mulligan. C'est sur le fait que. Parce que ça, ce sera encore après. C'est est-ce que tu, par exemple, tu lances un dé et le plus grand choisit qui commence, ou est-ce que tu lances un dé et, enfin, comment dire, genre à Ah Altered, oui, par non, exemple, oui, j'ai compris, oui, oui. à Est-ce Altered, c'est que celui qui gagne le lancer de dé, il start. Il n'a pas le oui, choix, il y a en pas fait, de tu choix, oui, vois. il y a pas de choix. Est-ce qu'il y a un choix ou pas? J'en ai Ouais. aucune idée. Actuellement, il on n'a pas Ok. de quoi? Oui, mais en fait, il manque les règles compétitives actuellement et du coup, ça peut impacter ce genre de choses-là. Bah, a priori, ils ont l'air de dire dans Donc les ça starting games là que, alors ça peut changer, mais que ça peut a changer ça. priori, tu mélanges les deux battlefields qui ont été choisis par les deux joueurs, t'en révèles un des deux, et Oui, c'est la personne alors à qui appartient le battlefield qui start. oui, alors enfin ça voilà, justement pour avoir vu des réponses avec les ceux qui font le jeu et cetera, cette méthode-là de choisir, c'est plus pour du casual, un peu, voilà. En tout cas, C'est-à-dire que pour l'instant, si vous voulez faire des parties pour découvrir le jeu, on vous conseille d'utiliser cette méthode parce qu'a priori, oui, oui, parce que c'est ce qui a l'air d'être le cas là. Maintenant, c'est des choses, évidemment, on le sait, hein, tant qu'un jeu n'a pas ses premiers tournois et n'a pas ses comprehensive rules, qui sont les règles détaillées, même si là, je crois qu'il y en a qui sont sortis, mais c'est pas tout à fait le sujet là. Mais en gros, il y a plein de choses qui peuvent bouger, des petits points de détail qui peuvent être plus ou moins impactants. Et typiquement, ce genre de choses, ça peut très vite changer et à la sortie fin octobre pour nous, être vous décidez d'une méthode via un lancer de dés ou quelque chose et la personne qui gagne le lancer de dés choisit qui commence. Ça peut, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent vite bouger. Mais donc, on choisit qui commence. On n'est pas encore tout à fait sûr de comment ce sera exactement dans les setups compétitifs. Pour l'instant, pour les games plus casual, vous avez à l'écran le descriptif de Starting the Game, donc c'est en anglais pour ceux qui ne lisent pas malheureusement, désolé. Mais vous avez ce truc-là où du coup vous allez déterminer aléatoirement qui commence la partie. Une fois qu'on sait ça, la personne qui commence, qu'est-ce qui se passe, Printemps? bien vous devez mulligan ou pas. C'est-à-dire que en début de partie, chacun pioche 4 cartes, Ok, chaque joueur, de manière simultanée et vous choisissez au maximum dans mulligan 2. ok, Donc, si jamais vous choisissez dans mulligan 1 ou 2, vous devez les mettre dans n'importe quel ordre en dessous de votre deck et en piocher 2 autres. Vous ne remélangez pas votre deck. enfin piocher le même nombre, juste pour Piochez le enfin même nom, pour oui, piochez le voilà, oui, vous avez à la fin, juste vous avez pour quand pas même qu'il y ait 4 cartes, oui, d'incompréhension de la part oui. des gens qui Non, écoutent, parce que sinon moi j'en remets une, j'en pioche deux, bonne guerre. ouais, non, ouais, Mais c'est pas voilà, mal, c'est pas mal. vous repiochez le même nombre pour avoir une main de départ de 4 cartes, ce qu'on appelle en général dans le milieu des TCG des cartes actives, c'est-à-dire des cartes qui ne sont pas vos cartes de ressources, qui vont être les cartes que vous allez jouer. Tout à fait. Sachant qu'on rappelle, parce que si vous êtes très joueur de jeux de cartes et que vous avez l'habitude de jouer à plein de jeux, vous savez que souvent, parce que ça a été repris de Magic, dans ce genre de choses, on a tendance à être un peu sur le chiffre magique de 7. À Magic, on a 7 cartes quand on démarre, alors qu'Anna aussi. On a un mulligan possible, et parmi ces 7 cartes, il y a nos cartes de ressources. Là, du coup, vous allez voir que faut pas oublier, il y a une cinquième carte active à laquelle vous avez accès et qui, du coup, virtuellement fait partie de votre main. Donc, en fait, vous démarrez pas vraiment à 4 cartes actives, vous démarrez à 5 puisque vous avez votre champion qui est là tout le temps. Et du coup, vous avez 5 cartes jouables quand vous démarrez la partie.
Oui, avant votre premier tour. Parce qu'ensuite tu en Avant pioches, le premier tour, parce qu'après tu pioches, mais ouais, enfin vraiment ouais, au tu pioches. début. Oui, 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 mais effectivement, c'est ça. Du coup, une fois qu'on a pioché cette main, fait notre mulligan si on souhaite, on a pu changer deux cartes maximum de cette main-là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'a priori, on a un autre deck à côté, le deck de runes. Mmh. Comment on sait à quel moment on le met, combien on en met? Est-ce que le fait d'être premier ou deuxième change le nombre qu'on met pour donner un déséquilibre ou un équilibre à la partie? Qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? Donc, si vous êtes le premier joueur, vous allez, tout d'abord, prendre les 2 cartes du dessus de votre deck de runes et les poser face visible. Comme on a Ok, dit, ce sera ça à chaque tour et ok, ensuite vous allez piocher une carte. Donc ça, c'est tour normal, c'est ce qui va se passer toute la partie. Vous allez faire votre tour, donc avec vos 2 ressources, potentiellement jouer des cartes, pas jouer de cartes et cetera, on y reviendra après et ensuite le deuxième joueur, lui, va faire exactement la même chose, mais au lieu de poser 2 runes, il va en poser 3. Pour avoir l'avantage ok, parce qu'il joue en 2. Mais vous aurez le même nombre de cartes sinon, c'est juste une ressource de plus, ok. entre guillemets. Donc, personne ne skip sa pioche au départ, mais la personne qui joue en deuxième a une rune de plus et du coup sera avec un- enfin, une ressource de plus pendant potentiellement toute la partie, ou en tout cas une partie de la Mmh, partie, puisque s'il y a 12 cartes de runes, a priori, je m'avance peut-être un petit peu en tant que nouveau joueur qui est en train de faire cette initiation. Mais a priori, s'il y a 12 cartes dans le deck de runes, peut-être qu'à un moment, on arrêtera d'en mettre au début de chaque tour parce qu'on n'en aura plus. Et du coup, il y a peut-être un moment où il y aura 12 de chaque côté et où en fait, la personne qui joue en premier aura rattrapé, entre guillemets, cette rune de désavantage au départ. Mais on y tout à reviendra fait. parce qu'il y a peut-être des tricks que Printra nous apprendra. Euh, donc par rapport à ça, on met ces trucs-là. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait juste avant de qui commence, ça a encore plus d'impact le choix qu'ils feront au final et la façon dont ce sera fait, parce que je sais que par exemple sur One Piece, il y a ce même truc de si tu es première personne à jouer, tu mets que un don, c'est leur système de ressources à eux, c'est l'équivalent de l'urine, hein, depuis ton deck de mana au début du premier tour. La personne qui joue deuxième en met deux. Et après, t'en mets deux à chaque tour. Ce qui fait qu'en en fait, il y a ce truc de. Il y a certains decks qui ont, en termes de ce qu'on appelle de curve, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir jouer une carte de tel coup au tour 1, puis de tel coup au tour 2, etc. Il y a des decks qui vont largement préférer être premiers parce qu'ils vont construire leur deck avec le fait de jouer une carte qui coûte 1, puis une carte qui coûte 3, puis une carte qui coûte 5, puis une qui coûte 7, etc. Et d'autres qui vont largement préférer être deuxième parce qu'ils auront une carte qui coûte 2, puis une qui coûte 4, puis une qui coûte 6. Et du coup, c'est des decks qui, quand ils sont pas sur ce qu'ils préféreraient être, ça va changer beaucoup de choses par rapport à leur curve. Et donc, ça peut être très important parce que du coup, là, dans le système de jeu de Rebound, la personne qui joue en premier va, si elle veut pas gâcher de mana, pouvoir jouer des cartes à coup pair tous les tours et faire 2, 4, 6, 8 par exemple. Et la personne qui est deuxième va pouvoir faire 3, 5, 7, 9 par exemple. Mais du coup, si tu as un deck qui est construit pour faire 3, 5, 7, 9 et que tu te retrouves à être premier, bah c'est un peu chiant. Alors, ce serait le cas si le coût des cartes dans Riven n'avait pas une petite particularité et on y reviendra, qui casse justement cette dissymétrie entre pair impair, puisque, vous allez à certains moments perdre des runes en jouant certaines cartes et du coup repasser en impair ou repasser en pair Alors et du coup, bah justement, c'est parce que c'est la slide que nous met pour les viewers à l'écran sur YouTube Night Crash. Euh, Du coup, si on veut jouer une carte, on va commencer par le plus simple, hein. Si on veut jouer, alors je sais pas comment ça s'appelle, des personnages, des créatures, alors des choses. Est-ce en qu'il y fait a un vous terme avez alors donc vous jouez une carte, voilà, pour l'instant les cartes ont 3 types différents que vous pouvez jouer et qui sont dans votre deck. Vous avez les unités, qui peuvent avoir comme sous-type
champions, par exemple. OK, Donc voilà, donc les champions sont des unités. OK. Vous avez aussi des sorts, donc spells, voilà, et il y a plusieurs sous-types de spells, mais ça on y reviendra, peut-être. Et ensuite vous avez des objets, les gears, qui sont hem, des cartes que vous allez poser, qui sont pas des unités et qui vont rester, jusqu'à ce qu'elles soient détruites ou peu importe et qui vont rester en gros toute la partie jusqu'à ce qu'elles disparaissent, qui vont vous donner un avantage sur le long terme. Donc Une fois globalement, que c des objets qui restent en jeu, mais qui ne vont pas avoir de statistiques, pour le combat. Des unités qui, elles, vont rester en jeu et avoir une statistique pour les combats. Et des, sorts qui vont pas rester en jeu, qui vont juste avoir un effet, impacter une situation à un instant T, se résoudre et aller en défausse. C'est ça? exactement, On a c'est les 3 exactement ça. choses. OK. Ça, Ouais, globalement, vous avez c'est assez classique, hein, c'est pas là-dessus, je dirais que non, Rebound a innové. C'est globalement non, des clairement, trucs, bah, ils voilà. ont repris, Mais en même temps, c'est un système et qui marche, tu vois? Les artefacts à magic, les créatures à magic, tout à les fait. items à flèche et les attaques enfin non, à flèche, c'est différent parce que Flèche, c'est justement différent. Flèche, flèche, ils ont innové justement, c'est sur ça, différent. ouais. Mais, genre, tu vois, sur GA, dont on a déjà parlé sur la chaîne, c'est pareil. Tu as, Mmh. des objets sous, plein de catégories et des créatures. Tu as, sur, l'Orcana, c'est la même chose. Enfin, c'est globalement, c'est un Ah, système qui c'est fonctionne très bien, oui, et qui est c'est ouais, il y a quelques TCG qui sortent de ça, je dirais Flèche en gros et sinon plus ou moins tout le reste, c'est sur ce modèle-là parce que ça marche et voilà, ils innovent sur ouais, bah, d'autres, oui, d'autres côtés. c'est ça. Mais alors du coup, une fois que vous avez choisi votre carte à jouer, vous allez devoir payer son coût. Ouais, Et c'est là la particularité, c'est qu'à Riftbound, il y a 2 coûts. Alors certaines cartes en ont qu'un, mais en fait, vous avez le coût qu'on voit en haut à gauche, qui est le coût en énergie. Donc c'est, combien de ça classiquement à Magic ou à l'Arcana, c'est combien de runes, je vais devoir incliner. Donc combien de landes je vais devoir incliner, combien de d'encre je vais OK. devoir, utiliser. Combien de ressources je dois payer Ouais. en engageant le système de ressources choisi par le jeu pour avoir le droit de jouer la carte. Sachant que du coup, ça c'est comme tu l'as bien dit dans tous les autres jeux, au début du tour, alors on l'a pas encore dit, mais au début du tour, on va dégager tous les permanents qu'on contrôle qui sont engagés. Mmh, Et ça va nous permettre du coup ce système de ressources là en fait de euh, le garder à chaque tour et de continuer à l'accumuler, puisque globalement, comme dans Magic, comme dans l'Arcana, vous allez avoir une utilisation de chacune de vos runes par tour pour ce coup en énergie. Euh, mais à chaque fois, au début du tour suivant, elles reviennent et vous pouvez à nouveau les réutiliser. exactement et vous pouvez aussi les utiliser pendant le tour de votre adversaire en jouant Bien sûr. certaines cartes, donc il y a tout ça. Le deuxième coup qui est unique à Riftbound, c'est le coup en power, en force, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui est le petit coup juste en dessous, qu'on voit, toujours en haut à gauche et qui correspond à ce petit symbole, ici pour Jinx Rebel, c'est en violet, ça représente la rune. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, certaines de vos cartes vont avoir ce coup en power, pas toutes et vous allez du coup devoir payer une rune. Comment on paye une rune? Et ben, en fait, on prend une rune donc qu'elle soit déjà épuisée ou non et on la met en dessous de notre deck. Donc on la perd, mais c'est pas un coût disons, ici, on a un coût d'énergie de 5, donc on va devoir incliner 5 runes et ensuite on va devoir prendre une rune, qu'elle soit inclinée ou pas, mais nous on va toujours choisir une rune inclinée pour pas perdre d'énergie et la mettre en dessous de notre deck pour les tours futurs. Donc cette carte-là vous coûte d'incliner 5 runes, mais elle vous fait aussi perdre une rune pour toute la partie, voilà, une fois que vous la jouez. Donc c'est un coût important, sachant que, j'ai pas précisé, mais les runes, elles ont une couleur pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'au Mhm. début, quand vous jouez Jinx, vous avez pu mettre des runes, violettes ou des runes rouges et ben, justement, c'est là que ça a une importance. C'est-à-dire que pour générer Yes. peu importe la couleur, votre rune va générer un d'énergie quand vous allez l'incliner. Mais le power, par contre, ça va dépendre de sa couleur et donc si dans votre deck, vous ne mettez que des runes rouges et que vous avez ça dans votre deck, vous ne pourrez jamais la jouer. À moins de certaines cartes un peu spéciales, mais donc il faut quand même faire attention. Certaines, cartes
peuvent aussi générer ce power. Donc c'est pas que les runes qui peuvent le générer, il y en a quelques-unes qui peuvent et certaines légendes aussi peuvent le faire et générer à votre place, voire même générer, des du power qui a n'importe quelle couleur et donc vous pouvez remplacer OK. ça, voilà. Mais globalement, parce que ça va être très lié aux différentes cartes et aux textes de différentes cartes. Et comme vous le savez, hein, de manière générale, dans les TCG, il y a les règles, puis après, il y a ce que dit la carte. Et si la carte contredit la règle, c'est la carte qui a raison Exactement. dans la plupart des cas. Mais donc ça, c'est des trucs un peu plus spécifiques dont on reparlera quand on parlera des cartes plus en détail dans une autre vidéo et où on présentera plus toutes les légendes et ces trucs-là. Là, ce qui est important à retenir, du coup, pour synthétiser un tout petit peu, les runes produisent de l'énergie quand vous les engagez pour n'importe quelle couleur. Il n'y a pas de couleur d'énergie. Donc votre rune violette va faire un énergie, votre rune rouge va faire un énergie, votre rune verte va faire un énergie. Et vous allez pouvoir payer ces 5 d'énergie, peu importe les runes que vous engagez. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est comme à Flesh and Mode, contrairement à Magic par exemple, tu ne peux engager que quand tu as quelque chose à payer. Tu ne peux pas générer de l'énergie dans le vide. On est d'accord? Heu, Ou je me trompe? je crois je crois que tu peux générer dans le vide, mais je suis pas totalement sûr. OK. Ça rend Je suis certaines cartes, pas ça rend certaines cartes meilleures du coup. Mais, bref, ça c'est un petit point de détail, c'était plus moi et mon cerveau, cassé qui se posait la question. Et du coup, donc par contre, les couleurs vont être importantes pour payer le coup de power puisque, faut forcément payer le coup de power indiqué. Si votre coup de power est violet, faut forcément renvoyer une rune violette sous votre deck et vous pouvez pas renvoyer une rune d'une autre couleur. exactement. Votre carte résout, vous l'avez joué, elle résout. Super. Là, globalement, alors, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà un petit peu amateur de jeux de cartes, je suppose. Mais globalement, ça, c'est pareil dans tous les jeux de cartes. Votre carte, elle résout. Si c'est une carte qui reste en jeu, bah, elle arrive en jeu et puis elle reste en jeu. Et puis si elle a des effets d'arriver en jeu, elle les fait. Et puis votre sort, bah, il fait son effet et puis après, il s'en va et on est très content. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer des heures dessus. Par contre, un truc important pardon, enfin qui va surtout être important quand tu vas nous expliquer le point d'après, Mmh, c'est que à part contre-indication sur une carte, hein, comme ce qu'on a dit juste avant, si une carte contredit les règles, c'est la carte qui a raison. Les unités que vous jouez arrivent engagées. exactement. Les gears aussi ou pas? Les Non, items? les Les gears, items, n'arrivent pas engagés. donc les items arrivent dégagés et les Ouais, unités arrivent engagées. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que, petit 1, il y a des cartes qui vont vous demander de les engager comme partie du coût à payer ou intégralité du coût à payer pour activer une capacité, par exemple. Ça, c'est exactement la même chose qu'à Magic, hein. Pour ceux qui ont joué à Magic, le Sol Ring, qui est une carte hyper iconique, bah, elle demande de s'engager pour générer 2 ressources incolores. Euh, ce Sol Ring, bah, s'il est engagé, il ne peut pas activer sa capacité de s'engager, parce qu'il ne peut pas payer le coût pour activer sa capacité. Donc ça, c'est le premier point important. Ce qui veut dire qu'il y a des cartes qui ne pourront pas faire leur capacité le tour où elles arrivent, et inversement, les gears pourront le faire. Donc ça va impacter la vitesse d'impact que votre carte va avoir sur la partie. Mais l'autre point très important, pourquoi c'est très important l'état d'arrivée d'une unité printemps. Qu'est-ce que ça fait qu'une unité soit debout ou pas? Qu'est-ce que ça a comme impact pour le gameplay? alors dans ce jeu et voilà, on y reviendra, mais il y a une partie de positionnement, de position. En fait, vous avez Mhm. différentes positions et dans ce jeu, vous pouvez en fait, toutes les unités ont la possibilité d'effectuer un mouvement, donc d'une zone à une autre en s'inclinant. C'est ce qui va vous permettre de en fait, d'aller sur les battlefields, donc où il y en a 2 et c'est ce qui va vous permettre de gagner des points et donc de gagner la partie. Ce qui veut dire qu'une Euh, unité qui oui, vas-y. Bah, juste, ça me fait penser qu'on on n'a pas redit, mais pour spécifier un tout petit peu, quand vous jouez une unité,
Alors je suppose que c'est pareil pour les gears, mais quand vous jouez une unité, vous la jouez par défaut dans votre base. Votre base, c'est votre côté de la table, tout simplement, et vous allez Alors jouer votre unité dans votre base. alors oui Non? et Enfin, non. t'es pas d'accord avec ce... En fait, une unité, mais ça, c'est un peu avec le ça vient avec les Battlefield, c'est une unité, tu peux la jouer dans une zone que tu contrôles. Sachant Oui, mais c'est que pour ça que je en disais tu par contrôles défaut, c'est dans ta base. par défaut, Mais c'est dans ta base parce que tu contrôles toujours ta base. ouais. Donc chaque joueur a une base et vous avez aussi les 2 battlefields. C'est les 4 zones du jeu, outre, Mmh. zone spéciale où on place d'autres cartes. Mais c'est les 4 zones où peuvent être les unités et donc si vous contrôlez un battlefield, on y viendra sur le contrôle d'un battlefield et votre base, vous devez choisir où placer votre unité quand vous l'invoquez, soit à votre base, soit un battlefield et une fois que vous faites votre choix, elle apparaît là. Sachant que Et dans tous les cas, elle arrive engagée et dans tous les cas, elle a besoin de s'engager comme coup pour se déplacer, donc elle ne pourra pas se déplacer sauf contre indication le tour où elle arrive, peu importe où on la met. exactement. Donc on joue notre unité, bon super. La base qu'on contrôle toujours, notre adversaire qui contrôle toujours la sienne, donc on pourra toujours poser des unités à cet endroit-là. Et donc si on a le contrôle à un moment donné d'un ou des deux battlefields, on peut aussi décider de poser notre unité sur le battlefield dont on a le contrôle, puisque c'est maintenant une zone du terrain qu'on contrôle, et donc on a le droit d'y jouer des unités. Est-ce que c'est pareil pour les gears? Non, les gears n'ont le droit d'être que dans les bases. Ok, ils pourront jamais aller sur des... En tout cas, Sur dans les des... règles actuelles, ça crée Ah quelques oui, petits problèmes actuellement avec certaines cartes, mais ils sont censés apparaître que dans les bases. ok. Très bien. Donc ça, a priori, on ne les jouera que de notre côté de la table, et on est très content. Euh, Pourquoi, du coup, c'est important, et on va venir au cœur du jeu de comment on gagne la partie. Euh, Pourquoi c'est important, du coup, que nos unités arrivent engagées ou pas, et qu'elles se déplacent? Genre, pourquoi c'est là toute la mécanique du jeu, et tout ce qui va faire le rythme de la partie? Heu, donc comme j'ai dit, vous avez 2 battlefields et vos bases et en fait, votre tour de jeu donc votre objectif, ça va être de gagner des points, et pour gagner ces Voilà, points, parce vous que ça, devez ça c'est le point important. ça, Comment on c'est le point gagne une important. partie Comment on à gagne une 8 points? partie? On gagne une partie à Rift en atteignant 8 points. Comment on gagne ces points? Soit par l'effet de certaines cartes, mais c'est très spécifique, soit la vraie façon de gagner des points, c'est en contrôlant des battlefields ou en les conquérant. Hem, Comment on conquérit un battlefield? Et bien, tout simplement en bougeant une unité sur un battlefield. Ça, quand on fait donc, on peut la déplacer par certains effets de cartes, mais aussi par juste le déplacement naturel. Mhm. Hem, Quand vous allez déplacer une unité vers un battlefield qui est soit contrôlé par un adversaire, soit libre, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dessus, vous allez, créer ce qu'on appelle une phase de combat, une phase de showdown dans le jeu Tu où, t'en crées une même si le battlefield n'est pas occupé? exactement, tu crées Ok, une même s'il est ouvert. Ce qui veut dire ok. que, alors qu'est-ce que c'est une phase de showdown pour, très simplement, c'est, une période où, chaque joueur va pouvoir jouer, chacun à son tour, des sorts ou activer Mhm. l'effet de certaines, cartes, par exemple ses unités ou sa légende ou peu importe, jusqu'à ce que, plus aucun joueur ne peut jouer de cartes et que du coup le combat se termine et qu'on a la résolution du combat et en fait la personne qui va gagner le combat, c'est tout simplement la personne, s'il y en a une, qui, aura encore une créature vivante, sur le terrain. Ok. Et du coup, comment on regarde qui est vivant à la fin d'un combat? Alors ça c'est important. Chaque unité a une seule stat de combat. C'est-à-dire que dans d'autres jeux, vous avez, vos points d'attaque, vos points de vie, généralement.
Ici, vous avez juste une stat qui s'appelle Might et qui, en fait, est votre stat d'attaque et aussi votre stat de PV. C'est donc le nombre de dégâts que va infliger votre unité dans un combat, mais aussi le nombre de dégâts qu'elle peut subir jusqu'à sa mort. Donc qu'est-ce qui Ok. se passe dans un combat? Quand vous arrivez, par exemple, avec votre Jinx Rebelle qui a juste 5 de might, vous l'avez joué le tour précédent, vous la déplacez sur un battlefield où il y a peut-être une unité ou pas. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, quand vous allez attaquer, tous les effets d'attaque vont se passer, puis tous les effets de défense, s'il y en a sur les cartes. Ensuite, vous aurez la possibilité, chacun à votre tour, de lancer des sorts. Alors Mhm. il y a différentes vitesses, mais c'est pas très important là tout de suite. Hem Une fois que plus personne ne peut jouer de sort ou plus personne ne veut jouer de sort, on arrive à la résolution. La résolution, c'est très simple. Je regarde, le total de mes unités, combien de might elles ont au total. Mon adversaire Mhm. fait de même et on va s'infliger des dégâts en simultané. Ok. Donc, Est-ce qu'on par exemple choisit où on met les dégâts? exactement. Oui, en fait, l'attaquant choisit où il met les dégâts au défenseur, sauf contre-indication de certaines cartes. Ok. Ce qui veut dire que Évidemment, si comme on a dit avant, hein, s'il y a une carte mmh, qui dit, par exemple, un texte qu'on a déjà vu sur des cartes, je dois prendre les blessures d'abord. Enfin, c'est pas exactement ça la formulation, mais en gros, oui, mais on c'est doit ça, oui, oui. m'assigner les blessures d'abord. Évidemment, ça contredit directement les règles de base. Vous écoutez la carte, comme on a dit. Mais par défaut, du coup, le joueur attaquant choisit. Le joueur défenseur choisit aussi à qui il met, ou est-ce que ça se passe différemment et c'est Non. asymétrique? Non, non, c'est la même chose. Ok. C'est juste Donc, que, en fait, en général, sauf, cas un peu vraiment spécial, mais il y a toujours un gagnant oui, et en fait, le gagnant peut choisir où il met les dégâts, mais en soi, il tue tout le reste. oui, ok. Donc c'est le joueur qui survit. Donc en général, il y aura qu'un seul des 2 joueurs qui va faire un choix d'où il met les dégâts. Oui, parce qu'il y en a qu'un seul qui va pas pouvoir tout tuer et du coup décider un peu ce Ouais, qui tue et ce qui laisse en vie. Ok, c'est ça. ça make Il y a aussi la sense. Euh, il y a aussi la possibilité que les 2 joueurs, perdent toutes leurs créatures par des spells et par le combat directement et dans ce cas-là, il y a pas de gagnant. Donc il ok, y a pas d'autre effet. Ça crée pas de points. ok, Heu, ok. voilà. Une fois que ça c'est Globalement, fait vas-y. oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, bah, c'était justement pour continuer. Donc, euh, une fois que tu as résolu ton combat, alors encore une fois, on va pas rentrer dans les détails, puisque là, le but, c'est aussi de faire, Mmh, même si elle est évidemment déjà longue, c'est de vous parler du jeu et de comment on y joue, mais il peut se passer plein de trucs pendant un combat, comme tu l'as dit, Printa, il y a plein de sorts ou de capacités qui vont pouvoir être jouées et venir interagir avec la résolution d'un combat. Mais globalement, dans son niveau de surface, vous déplacez une unité, et point important, vous avez le droit de déplacer plusieurs unités en même temps pour qu'elles aillent toutes sur le même battlefield pour combattre. Alors par contre, ça j'ai un doute. Est-ce que toutes les unités que tu déplaces doivent forcément venir du même endroit? non. Ou est-ce que tu peux déplacer, tant que tu vas au même endroit, tu peux déplacer de différents endroits? Oui, tu peux te déplacer de plusieurs endroits au même moment. Ok, évidemment, s'il y a quelque chose qui permet de le faire, parce que par Alors défaut, ça on ne l'a pas dit, mais par mmh, défaut, vous n'avez le droit de déplacer une unité que depuis votre base sur un battlefield ou depuis un battlefield à votre base. Vous n'avez c'est ça. pas le droit d'aller d'un battlefield à un autre battlefield. Évidemment, parce que sinon ce Évidemment, serait pas drôle, mmh, certaines cartes vont contredire ça et vont avoir des capacités qui vont vous permettre, soit elles seules, soit de faire bouger aussi d'autres unités d'un battlefield à un battlefield. Et dans ce cas-là, voilà, vous interagirez un petit peu différemment de cette manière-là. Mais globalement, du coup, donc, vous allez pouvoir déplacer une ou plusieurs unités en même temps sur un battlefield, tant que c'est un déplacement qui est autorisé par le jeu, que ce soit par une capacité intrinsèque à une carte ou par un effet ou par juste les règles de base d'aller d'une base à un battlefield. Si jamais le battlefield, parce que c'est ce qui est indiqué là, peut-être que du coup c'est un peu différent, mais a priori, c'est pas forcément très important que ça commence un combat s'il y a personne. Je te crois si tu me dis que c'est le cas, mais c'est pas le point important là pour le niveau de surface de la compréhension. Globalement, si quand vous allez à un battlefield,
il est contrôlé par un adversaire. Contrôlé, ça veut dire que il n'y a que des unités, une ou plusieurs, à cet adversaire sur le battlefield. À ce moment-là, vous allez avoir un combat qui va peut-être être influencé par des sorts et des capacités, mais dont la résolution va se faire en vous allez calculer votre nombre de might, donc la valeur en haut à droite de vos unités, et infliger autant de blessures aux unités adverses, qui va être infligé aussi sur leur might, puisque comme tu disais bien, Printa, c'est à la fois la force et les points de vie, puisqu'il n'y a qu'une seule statistique. Et les unités de votre adversaire vont faire pareil sur les vôtres. Évidemment, comme ça se fait à la fin de la résolution du combat. Si un sort a tué une des créatures, enfin une des unités, pardon, avant ça, évidemment, elle n'infligera pas sa puissance et elle ne pourra pas être infligée de might parce qu'elle sera déjà plus là et plus dans la résolution du combat. Une fois que ce combat est résolu, deux outcomes possibles globalement. Soit la personne qui contrôlait le battlefield, que ce soit vous en tant que joueur défenseur ou votre adversaire en tant que joueur défenseur. Donc soit la personne qui avait le contrôle du battlefield au départ sort victorieuse du combat. À ce moment-là, la personne a toujours le contrôle du battlefield. Il ne se passe pas grand-chose de plus, en tout cas à ce stade. Si c'est la personne qui attaquait qui a pris le contrôle du battlefield, là, à ce moment-là, il se passe ce qu'on appelle conquer. Et c'est ce dont tu parlais, Printa, c'est une des deux manières, du coup, de gagner des points. Puisque, du coup, lorsque vous allez réussir à prendre le contrôle d'un battlefield via combat, donc que vous avez envoyé une ou plusieurs unités et que vous gagnez le combat à cet endroit, vous gagnez le contrôle du battlefield, vous gagnez un point de victoire. Je sais plus si tu as dit, mais il faut 8 points de victoire pour gagner. Il faut Je 8 points crois de que tu l'as victoire. dit, mais Ouais, je ouais, sais plus. Bref, ça fait pas de mal de le répéter dans tous les cas. exactement. Il faut 8 points de victoire pour gagner. Alors, il y a un petit twist où enfin, le dernier, vous pourrez pas l'avoir, vous pourrez l'avoir que d'une certaine façon, c'est un petit peu particulier, mais on reviendra dessus. Globalement, il faut 8 points de victoire pour gagner. Et donc, si vous gagnez le contrôle d'un battlefield suite à un combat, vous gagnez un point de victoire. Euh, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez évidemment refaire un combat sur un autre battlefield, refaire des actions, puisqu'on est d'accord, Printa, qu'il y a une phase d'action dans laquelle tu vas pouvoir faire tes déplacements, jouer tes cartes, etc. Mais il n'y a pas, comme à Magic par exemple, une phase où tu joues tes spells, puis une phase où tu peux jouer une unité, puis une phase où tu peux déplacer, puis une phase de combat. C'est vraiment, enfin, il va y avoir des sous-phases qui vont être créées lorsqu'on est en combat, etc. Mais globalement, ton tour, tu fais tout ce que tu veux dans l'ordre que tu veux pendant ton tour. On est d'accord là-dessus. C'est Oui, comme Flesh and Blood, exactement. en fait, où vous pouvez faire une attaque, puis faire autre chose, refaire une attaque. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos attaques en même temps, etc. Tout à Là-dessus, fait. le meilleur exemple, c'est de dire que c'est pas comme Magic ou Yu-Gi-Oh! Par exemple, qui a des phases beaucoup plus spécifiques et cadrées pendant la structure d'un tour. Euh, donc, vous allez pouvoir faire ça potentiellement plusieurs fois. Une fois que vous mettez fin à votre tour, euh, est-ce qu'il y a des choses particulières en termes de jeu qui se passent à ce moment-là, Printa? Attends, pardon, c'est-à-dire? Bah, est-ce que, enfin, tu vois, par exemple, au début de ton tour, quand tu prends ton tour, Ouais. tu désengages tout ce qu'il y a sur ton terrain, donc tes runes, tes unités, éventuellement tes gears si tu en as, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose par les règles du jeu qui se passe en fin de tour, ou est-ce que c'est juste s'il y a des effets qui disent à la fin du tour, faites ça, ou voilà, tu les fais et hop, on passe à autre chose? Ouais, c'est ça. En fait, il y a Ok, que s'il y a des effets de fin de tour et dans ce cas-là, ça peut induire, ok, il n'y a pas pas mal de choses, mais particulièrement. Ok. non. Tu vois, Heu, parce que par exemple, dans Flesh and Blood, quand tu passes en fin de tour, dans l'étape de fin du tour, tu as plusieurs choses qui se passent de par les règles, en dehors même de si tu as des cartes qui ont des effets qui se passent en fin de tour. Tu vas remettre le pitch sous ton deck, tu vas Arsenal ouais, s'il te ouais, reste une carte, et tu vas repiocher des cartes. et Là, c'est du coup, rien de tout ça, on s'en en fait, fout. C'est pas ouais, là c'est que ça parce se que passe. exactement, c'est parce que contrairement à Flesh and Blood, c'est que tout ça, ça se passe généralement en fait, l'équivalent se passe en début de tour Ouais, ok. Comme la et plupart des jeux où en général comme c'est les plans plutôt en de début de ouais. tour qu'on a sa phase de pioche, sa phase de dégagement et tous ces trucs-là. Et ok. Euh, le tour passe à l'adversaire.
Et là, il y a un truc très important qui se passe, en plus de ce qu'on a dit déjà de désengager ses unités et ses runes, de mettre les 2 runes du dessus de son deck de runes face visible dans notre zone de runes et de piocher une carte. Qui ça sont les choses qui se passent au début du tour de toute façon, qui vont toujours, toujours être présentes. Il y a un truc en plus. Est-ce que Printat, du coup, tu peux nous parler, on a expliqué ce que c'était de conquérir un battlefield pour gagner un point de victoire. Il y a une autre façon de gagner un point de victoire grâce au battlefield. Voilà. En fait, donc la deuxième façon de gagner un point de victoire avec un battlefield, c'est tout simplement si vous contrôlez un battlefield depuis le tour dernier. Donc si au début du tour, vous êtes déjà sur un battlefield, ça implique que le tour d'avant, vous l'aviez aussi. Ouais, Et ça, c'est ce qu'on appelle hold et ça vous donne un point de victoire. ok. Voilà. Donc, Ça, c'est les typiquement, si tu as réussi à défendre un battlefield, par exemple, ou si oui, l'adversaire l'a juste pas attaqué parce qu'il n'avait pas les ressources pour, tu étais déjà présent dessus, donc tu avais son contrôle, hop, tu gagnes ton point de victoire. Trop bien. c'est ça. Donc comme on a dit, pour gagner, il faut 8 points de victoire, mais il y a quand même un petit twist, c'est que, pour gagner le huitième, soit vous le gagnez avec l'effet d'une carte, qui sont en général très spécifiques et assez durs à atteindre, soit vous le gagnez avec une de ces 2 méthodes, mais il faut que le huitième point, il faut que vous l'obteniez en ayant le contrôle des 2 battlefields dans le même tour. Donc, si on prend un exemple là, par exemple, j'ai gagné mon septième point en holdant un battlefield, en le tenant, en le défendant par rapport au tour dernier. Si je veux gagner pour avoir le huitième point, je peux juste prendre le contrôle de l'autre battlefield et je gagnerai. Mais si j'attends et que je me dis: «Ah bah, si le tour d'après je contrôle encore le battlefield, je gagnerai un point», ça ne marchera pas parce que dans le même tour, vous avez pas, contrôlé les 2 battlefields en même temps. Ok. Donc, tu ne peux pas gagner ton huitième point en conquérant un battlefield, sauf si tu as déjà gagné un point avec l'autre battlefield en le holdant. Au même Ou en le conquérant aussi. ou en le Si conquérant. tu Si tu conquères conquéris les deux, ça marche aussi. ouais, Ok. voilà. Ce qui met d'ailleurs le doigt sur un petit truc un petit peu particulier qu'on n'a pas précisé encore. Un battlefield ne peut vous donner qu'un seul point de victoire par tour. Qu'est-ce que ça signifie dans l'impact du jeu? Si vous avez un point de victoire parce que vous avez hold un battlefield au début du tour, vous ne pouvez pas juste enlever vos unités de ce battlefield et puis en renvoyer une autre et dire ah, bah, j'ai conquer le battlefield parce qu'il n'y avait plus personne et j'y suis retourné, je gagne un deuxième point. Vous avez déjà gagné un point de victoire via ce battlefield ce tour, peu importe la manière, vous ne pouvez pas en gagner un deuxième au même tour via que ce soit la même manière ou une autre manière. Euh, donc vous allez avoir un maximum de 2 points de victoire par tour, sauf effet supplémentaire. Euh, et vous n'allez pas pouvoir faire 3 points sur le même battlefield en boucle dans un tour en enlevant une unité, en renvoyant une autre que vous aviez désengagée, etc. Enfin, arrête-moi si je me trompe, un printemps, mais il me semble que c'est ça. Tu peux pas score 2 points de victoire avec le même battlefield, peu importe la Ouais, manière, dans le même tour. ouais, tu peux pas. Ok. C'est limite. Très bien. Donc le huitième point doit forcément venir en gros, d'avoir 2 points avec les deux battlefields pendant le même tour. Ou si tu es à 7 points et au début du tour, tu as un battlefield, tu le hold et tu gagnes. C'est ton huitième point, il est en holdant, on est bon, c'est ça? Ouais. Ok. Donc le seul scénario en gros où ça change quelque chose par rapport à du classique, c'est si tu es spécifiquement à 7 points au début de ton tour sans avoir hold un battlefield, tu ne peux pas gagner en conquérant un seul ce tour-là. Non, attends, non, mais, ton dernier point doit forcément venir, enfin, si tu l'obtiens en conquérant ou en holdant, ton dernier point, il faut Ouais. aussi que tu gagnes un point avec l'autre battlefield en même tour. Donc tu dois de toute façon faire 9 points. Non, Enfin, de passer de 6 à par 9 ou exemple, de 7. Genre si t'es à 7. oui, si tu es à 7 et que tu hold un battlefield, tu gagneras pas ton huitième point, mais si tu conquéris, l'autre battlefield, là, par contre, tu gagneras ton Tu peux remonter la slide d'avant, Nate, s'il te plaît? Parce que je crois que du coup j'ai mal compris un truc.
Parce que là, de ce que j'ai l'impression que ça dit, tu peux avoir ton huitième point en holdant un battlefield. De ce que je comprends du petit paragraphe. Ouais, ouais, Alors ouais, c'est ce qui a peut-être que marqué. ça a changé, peut-être que ça a changé et OK. de toute façon, c'est des trucs comme ce qu'on disait sur le fait de la personne qui commence. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est évidemment des rules assez synthétisés. Et de toute façon, il faudra attendre de voir avant les premiers tournois la release complète des comprehensive rules et dans le détail leurs dernières modifications, même si elles sont amenées dans le temps à changer aussi potentiellement, pour voir tous ces points de détail. Parce que de ce que je comprends du paragraphe là actuellement, c'est que si tu es à 7 points à la fin du tour de ton adversaire, que tu prends ton tour et que tu gagnes un point en holdant un battlefield au début de ton tour, tu gagnes la partie. Par contre, si tu es à 7 points, tu joues ton tour, tu conquiers un battlefield, il faut que tu conquiers l'autre pour gagner, ou il faut que ton septième point venait du hold au début du tour. Genre, soit tu es à Heu, 6, au début du tour tu hold, tu passes à 7, tu conquiers l'autre battlefield, c'est bon. Soit tu étais à 7, tu hold, c'est bon. Soit tu étais à 7, tu conquiers, c'est pas bon. Il faut que tu conquiers l'autre aussi. ouais, Moi, c'est ce faut que que je tu comprends. convainques. Oui, Après, non, non, mais c'est pas ça. Non, non, mais forcément. non, non, Enfin voilà, non, mais c'est. effectivement, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Ok. Si de toute façon, si c'est pas ça, c'est pas très grave. Je pense que globalement, le point important sur les points de victoire, c'est que hors effet de carte qui peuvent vous en donner, petit 1, vous gagnez un point de victoire si vous contrôlez, enfin si vous gagnez le contrôle d'un battlefield, soit parce que vous avez envoyé une unité qu'il y avait personne, personne vous a embêté, on est content, soit parce qu'il y avait une unité, vous avez fait un combat, vous l'avez gagné, et du coup c'est vous qui restez sur le battlefield à l'issue du combat, vous en gagnez le contrôle, soit parce qu'au début du tour, vous avez le contrôle d'un battlefield que vous aviez depuis au moins le tour précédent. Si vous l'aviez depuis 8 tours, ça fait 8 tours que vous gagnez des points, vous êtes content. Euh, et le deuxième point important par rapport au point de victoire, c'est que vous ne pouvez pas scorer 2 points de victoire le même tour avec le même battlefield. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, le huitième, le winning point et tout, bon, au pire, c'est des points un peu plus de détails que vous pourrez revoir à la sortie du jeu potentiellement, mais qui vont pas changer fondamentalement la manière dont va se dérouler votre partie jusque-là. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent importantes qu'on a oubliées sur globalement comment ça se passe? J'ai pas forcément envie qu'on rentre dans le détail, on peut le mentionner rapidement, Non, mais sans qu'on rentre dans le détail de comment se passent tous les sorts et les capacités maintenant, parce que c'est un peu complexe. Globalement, ce qu'il en faut fait, savoir. Enfin, vas-y, si non, tu veux. bah, globalement, en fait, il y a 3 vitesses de sort, donc ce sera marqué sur votre sort. Si c'est pas marqué, c'est forcément la pire des vitesses, la vitesse la plus lente, la vitesse normale. Mhm. La vitesse que tous les sorts et capacités ont, sauf contre-indication, c'est une vitesse qui vous permet juste de jouer le sort pendant votre tour, uniquement, Pendant votre tour et hors combat. et hors combat, ouais. Oui, C'est oui, ça. C'est c'est donc combat, c'est léger. globalement pensez non-attack action à Flesh and Blood, pensez rituel à Magic. En gros, ce que ça signifie, c'est uniquement jouable pendant votre tour sur une pile vide. Sachant que par défaut, comme l'ouverture de la combat de chaîne à flèche ou comme la création d'un combat euh, à Rebound, la pile n'est plus considérée comme vide à ce moment-là. Parce qu'il y a un élément il y a un élément qui fait qu'il y a des choses qui sont en train de résoudre. Le combat, l'attaque, etc. Donc la pile n'est pas vide puisqu'il y a quelque chose qui est en train de résoudre pour le jeu. Donc par défaut, vous n'avez le droit de jouer les sorts et les capacités que pendant votre tour sur une pile vide. Sauf si 2 contre-indications qui seront écrites sur les cartes. Printa, est-ce que tu peux du coup nous expliquer rapidement les 2 mots-clés qui contredisent ça et ce qui signifie pour leur vitesse de jeu? Ouais. Alors la deuxième vitesse, c'est action. Action, c'est la même chose que la vitesse d'avance, mais en plus de ça, vous pouvez la jouer pendant le combat, que ce soit un combat que vous avez initié ou pas. Donc vous pouvez aussi le jouer pendant, bah, le tour de l'adversaire, si tant est que c'est pendant un combat. Et la dernière vitesse, c'est la vitesse réaction. Globalement, ça vous permet de réagir à toutes les cartes, donc à n'importe quel moment. Hem et ça peut être joué sur une pile vide ou non.
et ça peut être joué, en réponse à n'importe quel autre sort, y compris les réactions elles-mêmes. Donc, pour résumer globalement, un sort, ça peut être joué tout le temps, et une ability, tout le temps, sur votre tour, hors combat, quand il y a rien qui attend de résoudre et que c'est, juste première chose que vous mettez dans la pile. Ça, vous pourrez toujours le faire. En plus de ça, si c'est une action, vous pouvez la faire pendant un combat, ce qu'on appelle un showdown, pour les termes du jeu. Euh, donc, les sorts, les cartes de type sort ou les capacités activées qui ont le timing action sur leur carte ou sur leur capacité, vous permettent de le faire en combat, peu importe le tour. Uniquement pendant le combat et pas en réaction à autre chose. Les réactions, ça vous permet de les jouer toujours pendant votre tour sur une pile vide si vous souhaitez, parce que là, il n'y a rien qui vous en empêche. Mais vous pouvez aussi les jouer pendant un combat, et vous pouvez aussi les jouer cette fois-ci en réaction à un sort. Donc si votre adversaire joue un sort pendant son tour, hors combat, vous avez le droit de jouer une réaction avant que le sort se résolve. Ce que vous n'auriez pas le droit de faire avec les autres sorts. Donc globalement, 3 timings de jeu. À chaque fois, ce qu'il faut retenir, c'est que le timing précédent est vrai et ça ajoute un timing supplémentaire à chaque fois que vous montez d'un grade. Spell sans rien, action, réaction. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire ou est-ce qu'on a fait le tour de comment ça se passe une partie, qu'est-ce que vous jouez, qu'est-ce que vous avez comme carte, comment vous faites pour jouer une carte? Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, dans les grandes lignes, c'est ça. J'ai l'impression que dans les grandes lignes, on a fait le tour. Dans les grandes lignes, Ouais, c'était déjà long, on a déjà dit beaucoup de choses, mais parce que le jeu effectivement. a une certaine complexité. Globalement, du coup, avant juste de faire une petite outro sur les éventuelles dates et ce genre de choses à arriver, globalement, ce qu'il faut retenir, je pense, pour synthétiser un petit peu. Rebound, nouveau TCG qui arrive. Grosse innovation qui est présente peut-être dans des TCG un peu moins connus ou peut-être dans Sorcery par exemple plus récemment, mais qui est très peu utilisé dans les TCG de manière générale. Vous avez une question de placement sur la table, de déplacement, de où est-ce que vous jouez vos unités, et vous allez avoir des interactions vis-à-vis de ça et vis-à-vis de où sont vos unités. Et ça va rythmer la partie puisque vous allez être obligé d'aller à différents endroits pour générer vos points de victoire. En plus de ça, ces endroits vont avoir des effets potentiellement quand vous arrivez dessus ou quand vous gagnez le contrôle dessus ou machin, et donc ça va en plus avoir un impact potentiel supplémentaire et du coup un intérêt supplémentaire d'y aller. Globalement, comme dans tous les jeux, vous avez un système de ressources. C'est un système de ressources qui arrive au début du tour, que vous n'avez pas besoin de piocher, qui est dans un deck séparé. Donc vous n'aurez jamais ce problème qui est un peu le problème iconique de Magic qu'on adore rappeler, d'avoir une main que avec des terrains ou que avec des cartes jouables mais sans mana. Là, vous n'aurez pas ce problème-là, puisque vous aurez toujours accès aux deux, puisque vous allez piocher 2 runes par tour et une carte de votre deck jouable par tour. Vous commencez la partie avec une légende qui a une capacité et qui vous donne, pour des questions de deck building, accès à 2 couleurs qui sont les 2 couleurs de cartes que vous allez avoir le droit de mettre dans votre deck, que ce soit deck de runes ou deck de 40 cartes à côté. En tout cas, pour le moment, je crois qu'il n'y a pas de contre-indication à ça. Euh, Vous allez avoir, en plus de votre légende, vous allez commencer la partie avec, à côté de votre légende, un champion qui va forcément correspondre au nom de votre légende. Donc, comme l'exemple qu'on prenait plus tôt dans la vidéo, si votre légende c'est Jinx, votre champion sera forcément Jinx. Ce champion, vous allez pouvoir le jouer pendant la partie comme s'il était dans votre main, mais tant que vous ne l'avez pas joué, ses capacités ne sont pas actives, il n'a pas d'effet, contrairement à votre légende, qui va avoir ses effets tout au long de la partie. Euh, et voilà, globalement, c'est ça les points importants. Pourquoi Rebound, ça a l'air intéressant, pourquoi nous on s'y intéresse, pourquoi on vous invite à vous y intéresser.
Petit 1 parce que nous, je pense qu'on peut le dire, Printemps, hein, Night Crash aussi Mmh. qui fait la régie là, on est des gros joueurs et des gros fans au départ de League of Legends, de TFT et des différents, projets qui ont pu être, designés et qui ont pu voir le jour de la part de Riot Games. C'est un univers qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup. On aime bien le lore, on connaît les champions, donc c'est des cartes qui nous parlent. De la même manière que quand Lorcana est sorti, les gens qui avaient vu tous les dessins animés dans leur enfance, bah, ça leur parlait de pouvoir jouer avec Mickey, la Reine des Neiges, avec les personnages du Roi Lion ou de la Belle au Bois dormant, parce que c'est des choses qui nous évoquent une certaine nostalgie, un certain domaine de connaissances, et donc ça nous parle. Contrairement à des choses peut-être plus abstraites comme Flesh and Blood, qui est un jeu qui n'a pas du tout de licence derrière lui, alors qui petit à petit crée son propre lore et sa propre identité évidemment, mais tu vois, qui n'a pas cet attrait-là au départ. Donc ça, c'est un premier gros point pour le jeu et qui va attirer beaucoup de gens, dont nous. Deuxième chose, parce que le jeu a l'air d'avoir des mécaniques qui renouvellent un petit peu le genre, qui ajoutent des choses et qui sont relativement complexes avec pas mal de profondeur possible en termes de gameplay, de deck building, de ce que vous allez faire de vos cartes, puisque vous n'allez pas juste jouer vos cartes et interagir avec l'adversaire, mais vous allez devoir aussi interagir avec le champ de bataille qui sera devant vous. Et troisièmement, et je pense que c'est un très gros point pour beaucoup de gens, la licence derrière et la puissance de la boîte qui va éditer le jeu fait qu'on est presque assuré, on peut évidemment parfaitement se tromper, mais on est presque assuré qu'il y aura des joueurs en boutique qui vont jouer à ce jeu-là et que du coup, on pourra jouer avec des gens, ce qui est ce qu'on a envie de faire quand on aime un TCG et qu'on joue à un jeu de cartes, hein. On veut pouvoir faire des tournois dans nos boutiques, on veut pouvoir aller faire des tournois potentiellement à l'étranger. Et c'est une des grosses forces, par exemple, de Magic, qui reste un jeu qui, malgré toutes ces années, a toujours dans toutes les boutiques qui font du Magic 1, 2, 3, 8 tournois par semaine qui remplit entre 10 et 40 personnes selon le format en permanence. Donc si tu veux jouer à Magic, tu vas dans une boutique de jeux de cartes, tu auras des joueurs et des joueuses de Magic. Et donc c'est un point fort. Et je pense que ce sera la même chose avec Gridbound. Et pour aller un petit peu plus loin par rapport au format compétitif, au fait d'avoir une saison compétitive, des tournois qualificatifs avec beaucoup de lots, du cash prize, un circuit qui t'emmène vers des nationaux, vers des championnats du monde, vers un pro tour, comme c'était beaucoup le cas à Magic à une époque, ça l'était moins, ça le redevient, comme c'est le cas à Flesh and Blood, comme c'est le cas à Yu-Gi-Oh, qui sont des jeux qui marchent beaucoup aussi pour cette raison-là, parce qu'il y a des grosses échéances compétitives où tu as envie d'aller pour performer, tu as envie de voyager avec tes potes et de te prouver que tu es le meilleur ou un des meilleurs ou que tu peux le faire. Là, a priori, des premières indications qu'on a de la part de l'éditeur, autant en termes de communication que en termes d'historique sur ses autres projets, ça a l'air d'être un jeu qui a vocation à avoir un circuit compétitif fourni, suivi et majeur. Et donc, c'est aussi un très gros attrait pour les gens qui ont envie de juste de faire de la compétition. C'est aussi un gros attrait. Donc, pour moi, c'est ça les gros points importants par rapport à Redbound et qui font que vous pouvez avoir envie de vous y intéresser et d'aller sur le jeu. On a un petit schéma de l'organized play. Est-ce que du coup, parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y ait particulièrement beaucoup de dates, etc. Mais du coup, est-ce que Printa, parce que là-dessus, moi, j'avoue que Ouais. je sais qu'il y aura des choses, mais aucune idée. Et du coup, avant qu'on finisse la vidéo, est-ce que toi, tu as un peu plus d'infos et tu peux nous parler un petit peu de cet organized play? Est-ce qu'il y a des dates déjà un petit peu connues, des types de tournois déjà un petit peu connus? Est-ce que voilà, il y a des infos un petit peu qui ont été données par rapport à ça? Ouais, alors en fait, du coup, dès la sortie, alors je parle pour nous, en Europe, Amérique et cetera, parce que ce qui se passe en Chine, je suis pas totalement sûr, mais Mhm. l'objectif, c'est que dès la sortie fin octobre, il y ait, l'équivalent des FNM ou des Armoria Fab, Ok, c'est-à-dire, juste directement tournant en boutique, carte promo, chaque semaine, c'est, ce qu'ils appellent les Nexus Nights. ok, Donc ça, c'est format, voilà, casuel. Il y aura pas vraiment d'AP, pour le premier set qui s'appelle Origin, mais ce sera le cas pour tous les sets d'après.
et en OK, termes de tournois un peu plus compétitifs et construits, c'est, du coup les en boutique, ça s'appellera là, ce qu'on voit sur l'image, c'est Summoner Skirmish, tout en bas. OK, C'est, l'équivalent des ProQuest à Flesh& and Blood, c'est surtout ce que je connais moi, et ce sera organisé dès décembre, normalement, dans les OK, boutiques, donc ça va arriver voilà, très donc vite. OK, très rapidement. En tout cas, c'est leur objectif, et en même temps, il y aura, ce qu'ils appellent le Regional Qualifier Atlanta, parce que pour l'instant, c'est le premier qui est annoncé, c'est à Atlanta, directement en décembre, et c'est un, j'ai oublié le nom, c'est pas BH, c'est un, enfin bon, c'est un gros calling? tournoi, ouais, c'est un calling quoi, c'est un calling à Fab, OK, c'est un gros call en directement en décembre aussi, heu, OK, voilà, donc très rapidement aussi. très rapidement aussi, et ensuite, les alors ça, c'est plus dans le futur, les Regional Championships, c'est pour l'année prochain, et le World Championship aussi. Globalement, c'est, Regional Championship, en fait, c'est comme un Pro Tour, OK, et les World Championships, c'est comme les Worlds. OK. C'est comme un, Est-ce voilà, c'est un gros, Du coup, mmh, 2 questions, si t'as pas la réponse, c'est pas grave, mais si enfin, il y a plus de chances que tu l'aies que moi. 1 question, est-ce que les Summoner Skirmish, si ça correspond à des ProQuest, ça donnera une qualification à un événement futur? Pas forcément dès la première vague si c'est pas encore, mais tu vois, est-ce que tu as de cette mémoire, info de, oui, en fait, de mémoire, les Summoner Skirmish, ça donne pas vraiment de qualification, ça donne des OK, lots, OK, heu et ça te donne un bye, au Regional Qualifier. C'est-à-dire OK, que ton donc premier match, c'est un bye. si tu as gagné ton Summoner Skirmish, tu démarres à 1-0 à ton Regional Qualifier. Ouais, c'est, OK. Ton Regional Qualifier, du coup, si ça correspond à un calling et que les Summoner Skirmish ne t'y qualifient pas, c'est, je suppose, l'équivalent, enfin, c'est en open entry, donc c'est pas ouais, sur qualification, tout le monde peut y non, aller. c'est ça. Tu payes l'inscription à ton tournoi, tu joues ton tournoi, OK. Et du coup, par contre, les Regional Championship et les Worlds, je suppose, je sais pas si on a déjà l'info, mais que ce sera sur qualification? Ou est-ce que c'est des choses qui ont vocation à être open entry également? Je Alors de mémoire, ça je suis plus exactement sûr, mais les Worlds, c'est forcément c'est pas open entry, et les OK, Regional Championship, de mémoire, c'est pas en open entry. C'est par région, et ce sera beaucoup moins récurrent que, OK. c'est Donc un un peu le mélange peu entre Pro Tour, c'est un peu le mélange entre Pro Tour et et nos nats, en fait, nos, OK, ouais, c'est un peu comme le même système que sur Grand Archive où, pour l'instant, il n'y a pas forcément des nats par pays, c'est plus par grosse région. Alors les States ouais, sont des voilà. nats pour eux parce qu'ils sont Ouais, beaucoup, ouais, mais mais où tu as les nats Océanie, tu as les nats Europe, ouais, en gros, c'est ça. et où du coup, c'est uniquement des gens qui se sont qualifiés via un système de points qui est propre au jeu, qui sera peut-être différent ici, mais c'est quand même sur qualification, mais avec un certain nombre de gens qui peuvent se qualifier et peut-être une qualification un peu plus accessible tout au long d'une saison que sur les Worlds, qui sera peut-être plus restreinte, mais on Mmh. verra. Donc en tout cas le point important, je pense, encore une fois, c'est que ça démontre une vocation à lancer très vite du jeu organisé, même au niveau simplement boutique, et de lancer très vite des tournois avec un petit peu plus d'enjeux, notamment même très rapidement des trucs niveau calling, et que du coup, il y a une volonté d'avoir un circuit compétitif qui existe et qui est fonctionnel dès le lancement du jeu, avec du jeu organisé en boutique, supporté par l'éditeur via des promos, etc. Et différents qualifiers et différents tournois non open entry à gros enjeux sur, sur globalement l'année prochaine et les années à suivre. Mais le fait que ce soit déjà annoncé et déjà un petit peu roadmappé, pour moi, c'est aussi enfin, c'est aussi, ça augure du bon aussi de ce point de vue-là. Ouais, bah, ouais, bien sûr, ouais, ils ont, du coup, je sais pas exactement si on l'a précisé, mais Riot Games, donc comme on a dit, aime bien, tout ce qui est le compétitif, et cetera. Mais Mmh. vu que c'est surtout un éditeur de, enfin, c'est un globalement un éditeur de jeux vidéo, ils connaissent pas bien le TCG. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont en fait, ils ont un partenaire qui est, UVS.
Ouais. qui est un éditeur de cartes qui fait, j'ai oublié le nom. C'est pas s J'ai oublié aussi, mais je crois que c'est mais ceux qui qui font Universus, ouais, c'est Universus, voilà, c'est je Universus. crois. Et du coup, qui s'y connaissent un peu plus dans le domaine du TCG, de l'impression et du jeu organisé et ça leur permet de potentiellement moins faire d'erreurs dès le début et de plus, être Ouais. dans la pratique, quoi, Bah, écoute, tout ça a l'air, très nice. Dernière petite question, est-ce qu'on sait déjà les langues dans lesquelles le jeu sera localisé et traduit au courant de l'année prochaine? Même si on n'a pas encore non, forcément une date précise, OK, on ne sait pas encore. On non, peut faire des suppositions, mais on n'a pro pas alors encore d'infos. je pense que ce sera surtout basé de où est-ce que ça se vend le mieux et où est-ce qu'ils pensent gagner des parts de marché, ce genre de choses, Ouais. plus Bah, que là où ça se vend le mieux, je sais pas si ce sera déjà le cas parce que enfin, non, si mais tu veux avoir traduit, je pense qu'il faut que tu commences avant d'avoir des retours sur tes premières ventes, I guess. Je sais pas, parce qu'en vrai, il y a encore du temps. Mais tu vois, mmh, par contre, le fait pas d'analyser sûr. d'autres marchés et de voir où est-ce que ça peut te faire gagner des parts de marché, genre, typiquement, le fait de traduire en espagnol et ou portugais, ça peut te faire accéder beaucoup au marché sud-américain qui est un marché que tu peux vouloir aller chercher, surtout que les TCG en général n'y vont pas trop ou dans un deuxième temps, donc ça peut être intéressant d'aller t'imposer là-bas. On pense évidemment, surtout que c'est League of Legends, au Japon, à la Corée, où tu veux peut-être faire une traduction aussi en japonais et en coréen pour ces pays-là. Évidemment, nous, mais parce qu'on a notre prisme biaisé un petit peu aussi, on pense aux Français parce qu'on sait que les Français sont gros amateurs de TCG, mais sont aussi gros amateurs du français et pas de l'anglais. Donc je pense que tu vois, la France, ça fait partie des pays où tu peux gagner de la vente et des parts de marché en traduisant. Mais je pense qu'ils ont des équipes et des analystes beaucoup plus poussées et plus fines que les nôtres et qu'ils sauront quoi faire et ils prendront des décisions qui sont cohérentes avec ce qu'ils visent, évidemment. Je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà Alors, assez long, il mais manque non, juste un vas-y. tout petit détail, c'est que en plus du set qui sort normalement avec, il contient Ah oui, on 300 n'a pas cartes. parlé de la sortie des produits et de ce qu'il y a à la sortie, effectivement. C'est vrai que c'est un point important. C'est un peu important qu'on débute. Donc ils sortent le set, booster classique, 300 cartes. Les prochains sets seront moins grands. Ok, Voilà, mais alors c'est 300 cartes jouables avec, il y a des altarts, qu'on peut déjà avoir, des cartes ok. un peu plus rares, avec, Champion de League of Legends. Donc il y a ça, il y a des starter decks qui, contiennent aucune carte exclusive. Donc c'est si vous voulez juste prendre Ouais, un qui seront starter des deck, bonnes manières de démarrer ce serait une bonne sans manière de avoir démarrer avec un perso. à acheter. Heu, Bah, un, ça permet de ne pas avoir à acheter plein de boosters, parce que dans les boosters, vous aurez des cartes de toutes les couleurs, donc ce sera c'est plus ça. long de réunir assez de cartes pour faire un deck. Et deux, vous aurez un truc cohérent sans avoir besoin de trop vous poser la question de comment, comment on build un deck, quelle ration on met, quel machin. C'est ça. Voilà, c'est sympa et le produit, je trouve, le plus intéressant, c'est le troisième, c'est, Proving Ground. En gros, c'est c'est une boîte, en fait, dans laquelle vous avez 4 decks, Mhm. avec des légendes qui sont pas dans le set originel, et avec des cartes exclusives qui sont généralement moins fortes, que le set de base, mais qui est fait pour pour vraiment débuter et qui est fait pour être joué à 4 puisque, on l'a pas précisé, mais le jeu a aussi un mode à 4 joueurs. C'est vrai que là, on a Heu, parlé, c'est vrai que Honte sur nous, on a parlé principalement d'un point de vue 1v1 parce que c'est le mode qui, a priori, sera le mode compétitif et celui qu'on attend le plus et qui nous intéresse le plus. Mais le jeu a aussi un mode 4v4 en un contre un contre un contre un et un mode 2v2, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. C'est comme ça et Pour les gens que ça intéresserait, je pense que comme la vidéo est déjà assez longue, on va pas en parler maintenant parce que petit 1,
globalement, la façon de fonctionner du jeu et la façon dont vous jouez ne change pas beaucoup selon le format. Alors évidemment, il y a des spécificités quand vous êtes en 1v1, V1, V1 ou en 2v2, mais globalement, le corps principe du jeu est toujours le même. Et deux, parce qu'on fera sûrement d'autres vidéos. Enfin, c'est sûr qu'on fera d'autres vidéos sur Riftbound, parce qu'on est plusieurs sur la chaîne à être intéressés. Donc, on vous reparlera du jeu et on va y jouer. Mais je pense qu'on pourra aussi refaire une vidéo plus spécifiquement sur les formats, entre guillemets, alternatifs, au-delà du format très compétitif du 1v1. Et on fera probablement aussi des vidéos de gameplay à un moment donné, plus ou moins longtemps. Et du coup, on fera probablement aussi du gameplay en 1v1, V1, V1 et en 2v2 pour les modes de jeu correspondants. Et pareil, je ne sais pas quand ça pourra être fait et quand ça pourra sortir, mais on prévoit a priori de faire une vidéo, peut-être divisée en plusieurs vidéos, sur en gros les spoilers, parler un peu du coup plus en détail des cartes, des différents archétypes qu'on peut attendre, des combinaisons de couleurs, des cartes qu'on voit comme potentiellement très bonnes, etc. Enfin voilà, faire un peu une review comme on fait sur Flesh and Blood où on fait une review des sets. Probablement en plusieurs vidéos parce que sinon ça fera un truc de 8 heures. Mais c'est un truc qu'on aimerait faire et qu'on va essayer de faire dans les prochaines semaines. Je sais pas si tu avais un truc à ajouter, Printa, ou si on a fait le tour. Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Bah, après, si on veut parler, comme tu dis, effectivement, des cartes, directement, des spoilers et cetera, ça mettrait, surtout avec toi, ça mettrait, Ah bah 8 heures, tu évidemment. généreux et donc voilà. On vous mettra quand même, si vous voulez commencer à regarder un petit peu dans la vidéo, on vous mettra le lien d'une page qui recense les spoilers. Et puis de toute façon, d'ici quelques jours, on aura tout ou à peu près tout via parce que Normalement le jeu alors sort bientôt en Chine. il sort le 1er août en Chine et normalement, on a tous les spoilers vendredi prochain. Ouais, c'est Enfin, ça, du c'est ce coup, qui me semblait, le 18. vendredi 18, le 18. Voilà, donc il y a 2 jours au moment où cette vidéo sort, a priori. Exact. Euh, ouais, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Printa, pour ta présence, parce qu'il y avait pas mal de trucs où j'avais pas forcément les réponses, et du coup, c'était très bien qu'on ait quelqu'un qui ait plus d'infos et qui ait suivi un peu plus en détail tout ça. Évidemment qu'on te reproposera potentiellement de repasser si on fait d'autres vidéos, bien sûr, sur le jeu, parce que toi, a priori, t'es assez à fond dessus, et tu vas passer pas mal de temps, tu vas continuer à tout regarder, et puis tu vas beaucoup jouer à la sortie. Donc, Mmh. tu continueras probablement à avoir des infos que j'ai pas forcément d'ici là. Et voilà. On va vous mettre donc le lien des spoilers, le lien des règles et tout ça. Enfin voilà, les différents liens qui peuvent vous aider à commencer à regarder un petit peu les différentes cartes et à relire un peu tout ce qu'on a pu dire à l'oral pendant cette vidéo si le jeu vous intéresse. Pour l'instant, tout sera en anglais, bien sûr, malheureusement, hein, mais pour les personnes qui peuvent lire et comprendre l'anglais, faites-vous plaisir. Et voilà. On n'oublie pas Flèche. On a prévu, alors j'ai prévu, j'aimerais bien faire un focus Marline, comme j'en ai parlé il y a un moment. Le truc, c'est que Paul Le Gouez, qui l'a joué aux Nationaux, n'était pas trop dispo pendant le mois de juillet, donc c'était un peu compliqué. Et aussi que il y a peut-être une personne qui joue le deck en ce moment que j'aimerais bien faire venir aussi. Donc on fera peut-être un truc avec Paul et cette personne-là aussi, selon ce qui se passe ce week-end. Donc on verra. Mais c'est toujours prévu. Moi, je continue à faire beaucoup de games avec le deck et à beaucoup aimer le perso. Donc ça arrivera. Et puis après, voilà, de toute façon, là, comme vous vous en doutez, c'est l'été, avec les différentes vacances de tous les membres de la chaîne, c'est un peu plus dur aussi de tenir un rythme très semaine par semaine. C'est un peu, alors là, il y a évidemment le Pro Tour, mais comme aucun de nous n'y va et que les Nats sont passés, c'est aussi un peu, enfin, on va être aussi dans un creux un peu pour Flesh and Blood.
Donc on aura évidemment des choses à dire post-Pro Tour. Et puis il y a eu le LL de Dash, et a priori, je sais pas s'il a été confirmé, on aura probablement la réponse ce soir au moment où on enregistre. Mais le LL d'Azalea, a priori également, donc c'est déjà confirmé apparemment, me dit Knight. Donc on aura ça aussi qui sont des impacts intéressants pour la méta, et dont on pourra discuter. Donc il y aura quand même des choses à dire, et on va vous faire des épisodes sur Flèche dans les prochaines semaines. Juste que voilà, c'est pas sûr qu'on sorte un truc par semaine dans les 2 mois de l'été, parce que c'est un peu plus compliqué pour plein de raisons. Moi, je vais partir au Japon la semaine prochaine, et je rentre que début mi-août. Donc il y a déjà un moment où je serai pas dispo. Je sais que Knight, je crois qu'il n'est pas dispo aussi à un moment. Hugo, il a aussi des vacances. Enfin voilà. Donc Gabi, il a pas vraiment des vacances, mais il a des examens très importants à bosser. Donc il a aussi moins de dispo forcément. Donc tout ça pour dire que j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Merci encore Printa de t'être joint à nous. Merci à vous. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent dans ce qu'on a dit, dans Rebound et tout, n'hésitez pas à creuser et à vous intéresser au jeu, parce que je pense que ça va être un gros événement pour les TCG, et que le jeu va juste être très sympa à jouer et très agréable à jouer. Donc ça vaut probablement le coup de regarder et de s'y intéresser. Si jamais vous voulez commander des produits, alors je ne sais pas si les précos sont toujours ouvertes en ce moment, parce qu'il y a un peu des questions de stock en ce moment, mais n'hésitez pas à checker le site de Uchronis Games, et à regarder de ce côté-là s'il y a des choses potentiellement qui seront redispo, qui seront réouvertes pour les précos, quand il aura une confirmation des stocks qu'il pourra avoir. Et voilà. Des bisous tout le monde. Et à peut-être la semaine prochaine, peut-être à dans un mois pour moi, vu que je serai parti. On ne sait pas encore, on verra. Voilà, à plus. Et puis bah, bonnes vacances tout le monde pour ceux qui partent en vacances. Enjoyez bien. Salut.